Des morts, des blessés, deux peuples se disputent la même terre et l'on ne sait plus comment tout cela a commencé. Voici la Palestine au XIXe siècle, telle qu'elle apparaît sur de très rares photographies. Voici Tibériade, en Galilée. Voici Naplouse, en Samarie. Haïfa. Et voici Nazareth. Et Jérusalem. L'orientalisme est à la mode, et les premiers photographes sont aussi des peintres, des artistes voyageurs venus d'Europe. Ils parcourent la Palestine et font poser ses habitants. Nous sommes en 1880. 15 ans plus tard, les débuts du cinématographe. Les opérateurs des Frères Lumière sont à la gare de Jérusalem. C'est la première image filmée de la Palestine. La caméra est maintenant à l'intérieur des murailles, et voici ce qu'elle découvre. Une société qui ressemble à celle du Caire, de Damas ou de Beyrouth, dans une ville arabe presque comme les autres. À la fin du XIXe siècle, il y a 500 000 habitants en Palestine. 30 000 vivent à Jérusalem. Une femme voilée. Elle est musulmane sunnite, la religion majoritaire. Un juif orthodoxe. Lui aussi, il cache son visage devant la caméra. Il est pope, arménien. Tous les rites chrétiens ont leur église dans la ville sainte. Les lieux saints des trois religions sont rassemblés sur quelques centaines de mètres. La grande mosquée est tout près du tombeau du Christ. En contrebas, au pied du mur des lamentations, un juif récite une prière. Il porte un tarbouch turc. Il prie en hébreu, mais sa langue de tous les jours, c'est l'arabe. Les Juifs constituent la moitié de la population de Jérusalem. Mais dans tout le pays, ils sont moins de 5%. Les chrétiens sont 10%, les musulmans, 85%. Ils sont tous sujets du sultan de Constantinople. Dans l'Empire ottoman, il n'y a pas de frontières, seulement un découpage administratif. Dans cet immense territoire, la Palestine ne représente que 27 000 km². 3 petits districts au sud de la province de Damas. Le même empire au XVIIe siècle. Entre-temps, il a perdu les Balkans. La France et l'Italie lui ont pris l'Afrique du Nord. L'Angleterre s'est installée en Égypte, à Aden, et même à Koweït déjà. Mehmed V, le dernier sultan. Son empire est malade, il croule sous les dettes. Des officiers modernistes exigent des réformes. Dans les provinces, on parle d'indépendance. Le régime est aux abois. Alors au nom du sultan, les gouverneurs érigent des potences. À Damas, à Beyrouth, en Palestine. Très loin de la Palestine, Saint-Pétersbourg. Un autre empire danse et brille de ses dernières lueurs. En 1881, c'est l'assassinat d'Alexandre II. Son petit-fils, Nicolas, sera le dernier tsar. C'est le début des troubles révolutionnaires. Les Juifs sont désignés par le régime tsariste comme la cause de tous les malheurs du peuple russe.
Ils étaient 5 millions en 1880. En l'espace d'une génération, des dizaines de milliers d'entre eux sont massacrés. Pour échapper au pogrom, par centaines de milliers, ils vont fuir en Amérique. D'autres vont rester et s'engager dans la Révolution. Et quelques-uns, une poignée de jeunes romantiques, vont inventer le sionisme. À la fin du 19e siècle, ils sont 4500 colons juifs en Palestine. Ils veulent travailler la terre, créer un juif nouveau, saint de corps et d'esprit. Ils sont les premiers nationalistes juifs. On les appelle les amants de Sion. Les paysans arabes qui voient arriver les premiers immigrants juifs ne se doutent de rien. Ils vivent dans un système féodal séculaire. La terre appartient à des notables, au sultan ou à des familles de Damas et de Beyrouth. Bédouins et paysans ne possèdent rien. Ils vivent de la terre. Ils sont chez eux dans leur village. Mais tout cela va changer. Theodor Herzl. Il est né à Budapest, a grandi à Vienne et il est journaliste. Après l'affaire Dreyfus, il écrit « Si même la France des Lumières veut la mort des Juifs, alors il faut que nous ayons une terre à nous, un État dont nous serons les maîtres. » En 1897, il préside le premier congrès sioniste en Suisse. Il crée les structures d'un appareil politique efficace. Il s'est donné 50 ans, pas plus, pour réussir à fonder un État juif. Les sionistes ont maintenant une banque, une presse en plusieurs langues et une organisation mondiale dont la tâche essentielle sera d'acheter des terres en Palestine. Les acheteurs du Fonds national juif paient comptant, sans marchander. Ils ne ressemblent pas aux juifs du pays, leurs idées sont étranges, mais ils achètent toutes les terres qu'on leur propose, qu'elles soient fertiles ou rocailleuses. Leur contrat stipule qu'une fois devenue la propriété du peuple juif, la terre ne doit être travaillée que par des juifs. Une clause spéciale ajoute qu'elle doit être livrée vide d'habitants. Certains refusent de vendre à de telles conditions, mais d'autres ne se font pas prier. C'est dans un village comme celui-ci que le premier kibboutz est né. Dans les archives du mouvement sioniste, cette histoire est racontée par 3 photos. Le village s'appelait Juni. Il est vendu et vidé de ses paysans. Les maisons de terre battues sont remplacées par des cabanes en bois, comme en Russie. Juni s'appelle maintenant Degania et l'aventure collectiviste commence. Un film de reconstitution nous montre les débuts d'un kibboutz. Une société exemplaire, où tout est mis en commun. Candeur révolutionnaire, soif de vérité et de justice, l'enthousiasme, mais aussi la fatigue, et parfois le doute. La première génération née au kibboutz apprend à tout partager, entre juifs. On leur apprend aussi que les Juifs, peuple sans terre, sont désormais chez eux, sur cette terre sans peuple. Mais il y a d'autres enfants en Palestine. En 1910, les Juifs ne constituent encore que 8% de la population. La même année, un jeune homme signe un premier article dans le journal du Parti ouvrier des Juifs de Palestine. David Green vient d'arriver de Pologne. Il commence sa carrière de militant sous le nom de David Ben-Gourion. Dans 40 ans, il sera le chef du premier gouvernement de l'État d'Israël.
Pendant que la Première Guerre mondiale ravage l'Europe, le Kaiser Guillaume II est reçu à Constantinople. Le sultan Mehmed V ne maîtrise plus vraiment le pouvoir. Son gouvernement le pousse à entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne contre la France et l'Angleterre. C'est l'erreur qui lui coûtera son trône et son empire. L'erreur que les puissances occidentales attendaient pour donner le coup de grâce à l'Empire ottoman. Hussein, shérif de la Mecque, chef de la puissante famille des Hachémites. Pour vaincre les Turcs, les Britanniques ont besoin de lui. Ils lui promettent un grand royaume arabe, uni et indépendant, à condition de lancer la guerre sainte contre Constantinople. Envoyé en Arabie, un autre homme va jouer dans les coulisses de l'histoire. C'est un agent des services secrets britanniques, le colonel Lawrence. La légende et le cinéma l'ont consacré, Lawrence d'Arabie. Quelques rares images nous montrent Lawrence dans le désert. Lawrence reçu par Faisal, le fils du shérif. Faisal veut être roi de Syrie. Son ami Lawrence lui promet qu'il le sera. Ensemble, ils vont ouvrir aux Anglais la route de Damas. C'est la grande révolte des Arabes contre les Turcs. Nous sommes en 1916. Mais ni Lawrence, ni Faisal ne savent que les provinces arabes sont déjà partagées entre la France et l'Angleterre. Dans une chambre d'hôtel à Paris, deux hauts fonctionnaires se marchandent le Liban, la Syrie, l'Irak. Le français Georges Picot dessine en bleu. L'anglais Mark Sykes dessine en rouge. Pour la Palestine, ils prennent une troisième couleur. On en fera une zone internationale après la guerre. En 1917, l'armée britannique entre en Palestine par le sud. Ici, au fil des siècles, on a vu passer les Romains, les Byzantins, les Croisés, les Turcs. Sur la route de Damas, c'est un nouvel empire qui arrive. Le 9 décembre, les Britanniques ajoutent un dernier joyau à leur couronne, Jérusalem. Le général Allenby franchit les portes de la ville. Par respect pour la sainteté du lieu, il est à pied et sans armes. Mais déjà, les conquérants perses sous les libérateurs. 3 semaines plus tôt, une petite lettre avait dévoilé leurs intentions. Signée par le ministre britannique des Affaires étrangères, cette lettre est devenue célèbre sous l'appellation de déclaration Balfour. Elle annonce à la communauté juive britannique que le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. David Ben Gourion, qui avait été expulsé par les Turcs, apprend la nouvelle à New York. Il revient aussitôt en Palestine et s'engage dans l'armée britannique au sein d'une légion juive. Les premières légions ont été créées en 1915 par Zev Jabotinsky, un grand orateur, un militaire et un idéologue. Il deviendra le maître à penser de la droite israélienne. Pour les Arabes de Palestine, la déclaration Balfour est le premier signe d'une trahison britannique. Ils s'organisent. En 1919, c'est la réunion du premier congrès national palestinien, l'ancêtre de l'OLP. Le président du congrès est Moussa Kazem al-Husseini, le doyen d'une grande famille de notables de Jérusalem. Son jeune cousin, Amin al-Husseini, va devenir le premier grand leader du nationalisme palestinien. En 1921, il est grand moufti de Jérusalem et président du Conseil suprême musulman. À Londres, le ministre des colonies est Sir Winston Churchill. Il ne fait aucun cas des doléances arabes. Pour lui, l'essentiel, c'est d'assurer le contrôle de l'Angleterre sur ses conquêtes militaires. La Société des Nations ratifie le partage de la région. La Syrie et le Liban sont confiés à la France. L'Irak est mis sous mandat britannique. Ils y installeront sur le trône leur protégé Faisal, fils du shérif Hussein. Pour son frère aîné, Abdallah, ils vont créer un nouvel émirat en Transjordanie.
la Palestine est inclue dans le mandat britannique. Et les termes de la déclaration Balfour sont entérinés par la communauté internationale. Il y aura donc un foyer national juif en Palestine. On avait promis aux Arabes un grand royaume, uni et indépendant, mais on a créé plusieurs États séparés. Maintenant, la Palestine est entourée de frontières. Ici au nord, c'est la frontière avec la Syrie. Une image qui paraît anodine, mais qui signifie la fin d'un grand rêve pour les Arabes du Moyen-Orient. Les Anglais vont rester 30 ans en Palestine. Au port de Jaffa, c'est l'arrivée du premier haut-commissaire britannique, Sir Herbert Samuel. Il est juif. Quelques mois après sa prise de fonction, des émeutes causent la mort de 46 immigrants juifs. L'hostilité des Arabes grandit. Mais en 10 ans, la colonie juive reçoit 100 000 immigrants russes et polonais, et elle passe de 11 à 17% de la population globale. Ils chantent maintenant en hébreu. La langue des prières est ressuscitée pour devenir le ciment unificateur d'une nouvelle nation. Depuis 20 ans, les Juifs d'Europe et d'Amérique remplissent les petites tirelires en fer blanc du Fonds national. Des films de propagande donnent l'idée que la Palestine est une terre aride, un désert à défricher. On raconte la naissance de la première ville juive, Tel Aviv, et on oublie de signaler qu'elle se construit aux portes de la ville arabe de Jaffa. Pendant que des soldats en kilt succèdent aux occupants turcs d'hier, pendant que des jeunes femmes nouvelles venues d'Europe exhibent leurs jambes nues, que devient la population arabe? C'est simple, on ne la voit pas, on ne la filme pas, ou si peu. Juste quelques très rares images, celles de Nathan Axelrod, le précurseur du cinéma israélien. En regardant bien, en ralentissant un peu le film, on devine une réalité très différente de celle des colons juifs. Ici, c'est l'Orient. Sur la grande place de Jaffa, à la sortie de la municipalité, des écrivains publics. Et sur la plage, un spectacle exotique, un magicien. Ces images, trop calmes, ne montrent pas la colère qui monte. En 1929, les Arabes commémorent le 12e anniversaire de la déclaration Balfour par une grève générale. La même année, des affrontements autour du mur des lamentations dégénèrent et se propagent dans tout le pays. Il y a 133 morts juifs, 116 morts arabes. Ces cadavres sont juifs. Il n'y a pas d'image des morts arabes. La Société des Nations envoie des enquêteurs. De leur côté, les Britanniques annoncent qu'il n'y a plus de place en Palestine pour une immigration massive. Mais l'histoire de la Palestine ne s'écrit pas dans les rapports des commissions d'enquête. En Allemagne, Hitler accède au pouvoir. Les premières mesures anti-juives provoquent une recrudescence de l'immigration. Ils viennent d'Allemagne, mais aussi de toute l'Europe centrale. Ils sont 37 000 l'année où Hitler prend le pouvoir. 45 000 l'année suivante. 1935 est une année record avec 65 000 immigrants. C'est plus de juifs qu'il n'y en avait dans tout le pays 20 ans plus tôt. La révolte arabe explose en avril 1936. Le moufti Amin al-Husseini en tête
5 partis politiques palestiniens appellent au soulèvement général. Les notables, les chefs de village, les paysans, les commerçants. Ils se révoltent tous contre l'occupation britannique et contre l'immigration juive. Les premiers porte-paroles s'adressent à l'opinion britannique. The Arabs who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish immigration is brought about and until the government introduces an essential change in its present policy. A policy which, if continued, will surely have as a result the replacement of the Arabs by the Jews. La grève générale dure 6 mois. Les affrontements avec les forces de l'ordre sont quotidiens. C'est l'état d'urgence. Perquisition, contrôle, arrestation. Mais la révolte se durcit. Une vague d'attentats frappe les colonies sionistes et les installations britanniques. More British troops have landed at Haifa for the delicate job of stamping out the trouble in Palestine. You might call them the Kid Glove Army. They have to suppress assassins and bandits with the use of as little force as possible. On ne parle pas encore de terroristes. À Londres, les actualités filmées parlent de bandits et d'assassins. Il faut rassurer l'opinion en métropole, annoncer le prochain retour au calme. Les renforts acheminés en Terre Sainte auront vite fait d'y ramener la paix. Les bandits, les assassins, ce sont eux, les premiers chefs partisans palestiniens. Celui-ci est le commandant de la guérilla pour le secteur de Jérusalem, Abdelkader al-Husseini. Autour de lui, une armée de paysans et quelques centaines de volontaires venus des pays arabes limitrophes. Pendant ce temps, les Juifs construisent de nouvelles colonies. Des éléments préfabriqués, une barrière, une tour de garde, quelques cabanes. C'est la technique du fait accompli. En quelques heures, une nouvelle localité juive existe sur la carte, bâtie comme un camp retranché. La population se militarise. Avec l'aide de quelques instructeurs britanniques, on crée des unités d'élite. Toute la jeunesse juive est embrigadée dans des mouvements paramilitaires. Tous apprennent à se servir d'un fusil. C'est la naissance du citoyen soldat. Depuis 2 ans, Ben Gourion dirige l'exécutif sioniste, qui fonctionne comme un gouvernement. Alors que les Arabes s'épuisent dans une lutte inégale contre l'armée britannique, lui, il construit méthodiquement les bases d'un futur État. Quant à Jabotinsky, il exige une révision de la politique sioniste. En clair, il préconise la manière forte. Ses adeptes créent l'Irgun, un réseau clandestin qui lance des bombes et des grenades sur la population arabe. En octobre 1938, les Britanniques lancent une offensive finale contre les rebelles arabes. L'aviation bombarde les villages, la répression est impitoyable. Les ruelles sont élargies à la dynamite. Les leaders sont déportés. Les partisans sont pendus. Il y a des milliers de morts. En quelques mois, la grande révolte est écrasée. Elle a duré presque 3 ans et les Palestiniens s'en souviennent comme de leur première intifada.
En février, les Britanniques organisent une conférence de paix à Londres. La Seconde Guerre mondiale approche. Ils veulent s'assurer la loyauté de leurs alliés arabes, tout en évitant de rompre avec les Juifs. La délégation sioniste est conduite par Haïm Weizmann, président de l'Organisation sioniste mondiale. Les Palestiniens ne forment pas une délégation autonome. Ils sont inclus dans la délégation arabe, composée exclusivement de pays soumis à l'influence britannique. Pendant la Grande Révolte, ces pays avaient conseillé aux Palestiniens de faire confiance aux Britanniques. Le 17 mai, les Anglais publient un livre blanc qui contingente l'immigration juive et prévoit de la soumettre à l'accord des Arabes. Les sionistes sont furieux. Leur vieil ami anglais se transforme en ennemi, au moment même où la situation des Juifs d'Europe devient désespérée. Au printemps 1939, Ben Gourion crée le Mossad, l'ancêtre des services secrets israéliens. Au début, le Mossad est un réseau qui organise le voyage d'immigrés clandestins vers la Palestine. 17 000 Juifs européens seront sauvés par cette filière, une goutte d'eau dans la mer. À cause de leurs costumes et de leurs jaquettes bien repassées, on les appelle les Yékés. Il y a déjà un argot juif en Palestine. Pendant la guerre, 30 000 Juifs de Palestine s'engagent dans les rangs de l'armée britannique. Le pays sert de base avancée contre les forces de l'Axe et les Juifs fraternisent avec les soldats alliés. Les femmes de Tel Aviv tricotent pour la Royal Navy, comme celles de Londres ou de Paris. Pendant ce temps, à Berlin, des musulmans de Yougoslavie défilent devant le grand moufti de Jérusalem. Pour échapper à la répression, le leader palestinien s'était réfugié au Liban, puis il avait continué son combat nationaliste en Irak. En 1941, il espère la défaite de ses ennemis jurés, les Anglais. Il cherche l'alliance avec Hitler. À ce moment-là, personne ne sait qu'un génocide va décimer les Juifs. Et le moufti ne sait pas qu'il ne reverra jamais la Palestine. Ce n'est qu'après la capitulation allemande que le monde apprend l'ampleur du génocide nazi. On compatit devant l'horreur. On culpabilise. On semble enfin découvrir la question juive. Mais les frontières restent fermées. Dans les ruines de l'Europe, des centaines de milliers de survivants et d'apatrides se pressent dans les camps de personnes déplacées. Personne n'en veut. Dans tous les pays, les quotas d'immigration sont très stricts. Beaucoup de Juifs ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine, là où leurs propres concitoyens les ont livrés à l'abattoir. Les envoyés sionistes leur offrent l'espoir d'une nouvelle vie. On leur dit que leurs frères les attendent en Palestine. À Jérusalem, Khalil Rad est photographe. Lui, il conserve la mémoire des Palestiniens. Il collectionne des milliers d'images, comme si un sentiment d'urgence le poussait à rassembler devant son objectif une société tout entière avant sa dispersion.
En 1946, le nationalisme juif n'est plus une utopie. Il y a 500 000 juifs en Palestine. Ils exigent des visas pour 100 000 rescapés du génocide. Ils ne parlent plus de foyer national, mais d'indépendance. Depuis 1942, Ben Gourion a fait prendre un tournant au mouvement sioniste. L'alliance avec les Britanniques est terminée. C'est à présent vers les États-Unis, les grands vainqueurs de la guerre, que son regard se porte. Tous les ans, les Juifs américains offrent 50 millions de dollars au sionisme. The late President of the United States, and only recently the joint resolution of the United States Congress asking for freedom of Jewish immigration, which will result in a free and democratic Jewish Commonwealth in Palestine. It was the Jewish people who made Palestine. That was Palestine who made the Jewish people. That no other people in the world made Palestine. No other people in the world was ever made by Palestine. À Tel Aviv, c'est le 1er mai. On chante l'Internationale en hébreu. La grande majorité des Juifs adhèrent à la gauche sioniste. Sous cette esthétique révolutionnaire se cache la politique réaliste de celui qu'on appelle déjà le vieux. Face à Ben Gourion, l'opposition de droite. Menachem Begin a succédé à Jabotinsky. Il revendique un grand État juif sur les 2 rives du Jourdain, un État qui engloberait le royaume d'Abdallah. Mais pour le moment, droite et gauche s'unissent pour livrer la bataille de l'immigration et de l'indépendance. Begin, comme Ben Gourion, appellent à la lutte armée contre l'Angleterre. Le 22 juillet, l'Irgun fait sauter l'état-major des forces britanniques à Jérusalem. La Haganah, dirigée par Ben Gourion, l'Irgun de Menachem Begin et un groupe encore plus radical, le Stern, additionnent des centaines d'attentats. La violence est partout. Juifs, arabes, britanniques, tout le monde y participe. Et les victimes ne se comptent plus. Pendant ce temps, tous les jours, des bateaux surchargés d'immigrants illégaux forcent le blocus britannique. Lorsqu'ils sont arraisonnés, leurs passagers sont expulsés ou internés. Quelques-uns coulent en chemin avec leur cargaison humaine. À nouveau, les Britanniques perquisitionnent, contrôlent, fouillent. Mais cette fois, les stocks d'armes découverts sont importants et ils proviennent de leurs propres arsenaux. Des centaines de Juifs sont arrêtés. Des radicaux sont pendus. Mais les Britanniques sont pris au piège. Ils ne peuvent réprimer brutalement la révolte juive sans être accusés d'antisémitisme. En septembre, encore une fois, on réunit une conférence à Londres. La Palestine est devenue un fardeau trop encombrant. 5 mois plus tard, les Britanniques annoncent qu'ils vont remettre la question de Palestine à la toute nouvelle Organisation des Nations Unies. Ce jour-là, l'Assemblée générale ouvre un dossier qui ne quittera plus jamais son ordre du jour. Aucune terre au monde n'a donné lieu à autant de débats dans cette salle. In accepting the mandate from Palestine after the First World War, His Majesty's government in the United Kingdom undertook to work for the establishment of a national home for the Jewish people on the understanding that nothing should be done which might prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. It was assumed at that time that the objects of the mandate could be carried out with the consent and cooperation of both peoples. Time has shown that this assumption was incorrect. Face à face, un sioniste et un palestinien sont conviés à parler devant une commission politique. Un discours chacun, un même temps de parole. Henri Catan, le palestinien, est avocat à Jérusalem.
Il représente le Haut Comité arabe dirigé par le Grand Moufti. I come to you, sir, as a representative of the people of Palestine, as an Arab whose roots are deeply embedded in that tortured land. The Arab people are deeply anxious to find a just and lasting solution to the problem before you, because it is their own problem, the problem of their present life and their future destiny. Abba Hillel Silver, le sioniste, est un rabbin réformiste. Il vit à New York. Il représente l'agence juive dirigée par Ben Gurion. The Jewish people belongs in this society of nations. Surely the Jewish people is no less deserving than other peoples whose national freedom and independence have been established and whose representatives are now seated here. The Jewish people were your allies in the war and joined their sacrifices to yours to achieve a common victory. The Arabs of Palestine are not claiming their country on pledges made to them, for it belongs to them. Nor are the Arabs claiming their independence on assurances. They are entitled to such independence as being their natural and inalienable right. We hope that that people, now rebuilding again its national life in its ancient homeland, will be welcomed before long by you to this noble fellowship of the United Nations. Une commission de l'ONU part en Palestine. Sa composition est le fruit d'un savant dosage géopolitique. Un ancien gouverneur des colonies néerlandaises, un Suédois, un Canadien, un Australien, un Uruguayen, un Tchèque, un Péruvien, un Guatémaltèque, un Yougoslave, un Iranien et un Indien. Depuis 25 ans, c'est la 17e commission d'enquête en Palestine. Mais celle-ci va jouer un rôle capital. Pendant qu'ils inspectent, qu'ils essayent de comprendre et qu'ils cherchent une solution à une situation déjà très complexe, la Haganah prépare soigneusement une action pour les influencer. C'est l'affaire de l'Exodus. Le 18 juillet, l'Exodus est arraisonné par les Britanniques au large de Gaza. À son bord, 4500 immigrants illégaux, encadrés par des officiers de la Haganah. Ils refusent de se rendre. Il y a des morts, des dizaines de blessés. Les Britanniques ne cèdent pas. Les rescapés du génocide sont brutalement refoulés. Ils devront retourner en Allemagne. Plusieurs membres de la Commission des Nations Unies assistent à ces scènes tragiques et leur décision est prise. Il faut mettre un terme au mandat britannique. Mais à qui transmettre la souveraineté? À qui appartient la Palestine? Les 11 diplomates hésitent. Finalement, 8 d'entre eux proposent de partager le pays en 2 États. Un État juif en bleu, un État arabe en gris. Imbriqués l'un dans l'autre dans un tracé compliqué. Jérusalem aura un statut international et ne fera partie d'aucun des 2 États. Les Juifs reçoivent plus de la moitié du territoire, alors qu'ils ne constituent que le tiers de la population. Des centaines de milliers d'Arabes devront vivre sous un gouvernement juif. À l'Assemblée générale des Nations unies, le délégué syrien. Par les intrigues faites autour de lui et par les machinations qui sautent aux yeux et qui ont servi à le présenter à l'opinion publique comme un projet uniquement humanitaire, ce projet restera le plus grand scandale politique de tous les siècles. Tour à tour, les autres délégués arabes montent à la tribune. La Charte des Nations Unies, disent-ils, ne permet pas de partager une terre contre la volonté de son peuple. La Palestine est arabe, elle doit le rester. Si les Européens veulent offrir un pays aux Juifs, s'ils se sentent coupables de les avoir persécutés, alors qu'ils leur donnent une terre en Europe.
Tous, ils expriment leur déception et leur colère. In the words of the greatest American, we have striven to do the right as God gives us to see the right. Jusqu'au bout, le délégué pakistanais essaye de convaincre qu'un partage provoquera un bain de sang. Avec l'Iran et la Yougoslavie, il propose un plan d'État fédéré. We did succeed in persuading a sufficient number of our fellow delegates to see the right as we saw it. But they were not permitted to stand by the right as they saw it. Our hearts are sad, but our conscience is easy. We would not have it the other way about. Ukraine, yes. South Africa, yes. Soviet Union, yes. The United Kingdom, abstain. The United States, yes. Uruguay, yes. Venezuela, yes. Yemen, no. Yugoslavia, abstain. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Dès le lendemain, l'humiliation et l'angoisse jettent les Arabes dans les rues de Jérusalem. Ils disent « Ce qui a été écrit en noir à New York sera effacé en rouge en Palestine ». La foule attaque le centre commercial juif. Les Juifs ripostent par des plastiquages. 7 morts dès le premier jour. 160 les 2 premières semaines, 450 en un mois. Ce n'est pas une émeute, c'est la guerre qui commence. Une guerre qui se déroule sous le regard impassible des Britanniques, dont le mandat se termine dans 6 mois. « 1948. Cette année-là restera gravée dans la mémoire des Palestiniens et des Israéliens. Pour les uns, la catastrophe, pour les autres, la libération. Ben Gourion sait que le vote des Nations Unies n'est pour le moment qu'un morceau de papier. Il achète des armes en Tchécoslovaquie et décrète la mobilisation générale. Avant le départ des Anglais, il veut contrôler les régions arabes du territoire, élargir les frontières de l'État juif, attaquer plutôt que se défendre. Le 9 avril, un mois avant la fin du mandat britannique, l'Irgun et le Stern prennent le village de Deir Yassin, près de Jérusalem. Avant de le transmettre aux hommes de la Haganah, ils ont massacré tous les habitants, 250 hommes, femmes et enfants. Ben Gourion condamne le massacre. Mais Deir Yassin devient un symbole et un exemple. Au fur et à mesure de l'offensive, les villes et les villages arabes se vident. Les Palestiniens résistent, mais lorsque la défaite s'approche, ils s'en vont pour ne pas subir le sort de ceux de Deir Yassin. De plus en plus loin, de plus en plus nombreux. Un terrible exode, dont il ne reste que ces quelques traces. En tout, une dizaine de photographies et quelques mètres de pellicule. Au port de Jaffa, là où Nathan Axelrod avait filmé un magicien quelques années plus tôt, ils partent vers Gaza ou vers Beyrouth. Ils laissent derrière eux des villes désertes.
Ailleurs, il y a des ruines après la bataille, des cadavres dans les rues. Et une image, une seule image, montre des gens qu'on a rassemblés et que l'on emmène. Ils ont voulu rester, ils sont chassés de force. En un seul mois, le futur État juif s'est vidé de centaines de milliers d'Arabes. Ils sont allés vers ce qui reste de la Palestine. Gaza au sud, la Cisjordanie à l'ouest. Au nord, ils ont franchi la frontière vers le Liban ou la Syrie. Certains ont traversé le Jourdain. Maintenant, ils attendent la fin des combats pour pouvoir rentrer chez eux. Jusque-là, les leaders des pays arabes n'ont pas bougé. L'afflux des réfugiés les submerge. Ils doivent agir. Mais ils attendent la fin officielle du mandat britannique et ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Abdallah, de Transjordanie, a négocié secrètement avec les Juifs. Il leur a promis d'accepter leur État s'ils le laissent s'emparer du territoire promis à l'État palestinien. Farouk d'Égypte veut contrôler les ambitions territoriales d'Abdallah, mais ses généraux craignent une défaite militaire. Les présidents syriens et libanais, le régent d'Irak, eux sont sûrs de la victoire. Ils feront la guerre. Le 14 mai 1948 est une journée fatidique. Le dernier haut commissaire britannique quitte la Palestine. L'après-midi même, Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël. לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Quelques heures plus tard, à l'aube du 15 mai, les armées arabes entrent en Palestine. Partis d'Égypte, de Transjordanie, de Syrie, d'Irak et du Liban, ils se sont donné rendez-vous à Tel Aviv. Ils promettent la destruction de l'État juif, le renvoi des sionistes à la mer et le retour rapide des réfugiés. À Jérusalem, la bataille est très dure. La Légion arabe de Transjordanie assiège le vieux quartier juif. La Haganah doit capituler. Mais Abdallah reste fidèle à sa promesse secrète et il ne tente pas de pénétrer dans le territoire israélien. Le représentant palestinien Jamal B. Husseini. Le 20 mai, aux Nations Unies, il refuse le cessez-le-feu. As a member of the Arab League, the Palestine Arab population, as represented by the Arab Hair Committee, have a legitimate claim on the other members for assistance in the restoration of peace and order in their country. The troops of the states of the Arab League who have crossed the borders of Palestine from the neighboring countries on the termination of the mandate have therefore done so by the invitation of the people of Palestine. Le comte Bernadotte, médiateur suédois désigné par les Nations Unies. Le 11 juin, il réussit à imposer une trêve. Il est optimiste. And I believe, and I think I have the right to believe, that we sooner or later, it might be sooner, can get a settlement and stop the war in Palestine.
Il va très vite changer d'avis. En parcourant le pays, il découvre les villages arabes détruits et l'ampleur de l'exode palestinien. Les rapports qu'il adresse à l'ONU inquiètent beaucoup les Israéliens. Pour eux, cet homme est dangereux. Le jeune Yitzhak Shamir, commandant du groupe Stern, donne l'ordre de l'assassiner. Et ses rapports le suivent dans sa tombe. Maintenant, les Israéliens sont bien armés et bien organisés. À la fin de l'année, les armées arabes sont vaincues. I think it's my duty to say that the Arabs of Palestine cannot go into any political discussion on the basis of any Jewish state in Palestine. Thank you, sir. Jamal Bey Husseini vient de s'exprimer pour la dernière fois dans l'enceinte de l'ONU. Nous sommes toujours en 1948. Le prochain discours d'un représentant palestinien aux Nations Unies sera celui de Yasser Arafat en 1974, dans 26 ans. Pendant la guerre, l'État d'Israël a gagné 4000 km² sur le plan de partage. Grâce au départ des Palestiniens, sa population est maintenant presque entièrement juive. Jérusalem, qui devait avoir un statut international, est coupée en deux. Sa partie ouest devient la capitale d'Israël, sa partie est passe sous domination jordanienne. Les territoires de Cisjordanie et de Gaza sont restés sous contrôle arabe. Selon le plan de partage, un État palestinien aurait dû y voir le jour. Mais la bande de Gaza est mise sous administration égyptienne et la Cisjordanie est annexée par le roi Abdallah. Au lieu d'un État pour les Palestiniens, les Nations Unies créent un office d'assistance aux réfugiés arabes, l'UNRWA. En 1949, on dresse les premiers camps de tentes et on distribue des cartes qui donnent droit à des rations alimentaires. « 200 000 cartes sont attribuées en Cisjordanie, 180 000 dans la bande de Gaza, 100 000 au Liban, 60 000 en Jordanie, 70 000 en Syrie. Ce sont surtout les paysans, ceux qui ne possèdent rien, qui sont dans les camps. 200 000 autres exilés ont pu survivre sans faire appel à la charité internationale. En tout, ils sont plus de 800 000. That satisfies the requirement of the Charter of a two-thirds majority, and I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. Par les hasards de l'alphabet, la place qui est attribuée à la délégation israélienne se trouve entre le fauteuil du Liban et celui de l'Irak. Mais pendant que les délégués israéliens arrivent, les Arabes quittent la salle en signe de protestation. Pour devenir membre des Nations Unies, Israël a pris l'engagement officiel de permettre le retour des réfugiés palestiniens. Mais cette résolution ne sera pas respectée. Au contraire, l'une des toutes premières lois votées en Israël réquisitionne tous les biens dont les propriétaires sont décrétés absents. Dans la vieille ville de Jaffa, des Israéliens s'installent dans les meubles de ceux qui ne sont plus là. Les belles demeures des notables de Jérusalem sont attribuées à des militaires ou à des fonctionnaires. Partout, des immigrants juifs posent leurs valises dans les villes arabes abandonnées. Au début des années 50, Israël accueille 700 000 juifs venus d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Presque le même chiffre que celui des Palestiniens exilés. Ils n'ont pas connu l'antisémitisme dont les Juifs européens ont été les victimes. Mais depuis 1948, les Arabes les considèrent comme des traîtres. Ils ont préféré partir. Pour eux aussi, on dresse des tentes. Et leurs premières années en Israël seront très dures. Une nouvelle vie commence, mêlée d'espoir et de nostalgie.
Il ne reste que 150 000 Arabes dans l'État juif. Pour eux, ce sera l'administration militaire, le couvre-feu, la censure, l'interdiction de circuler sans laisser passer. Ils sont citoyens israéliens, mais leurs droits sont limités et ils sont coupés de leurs frères, tous les autres Palestiniens qui sont à l'extérieur. Le village de Bissan n'existe plus. La ville israélienne de Beit Shean l'a remplacé. Les camps de réfugiés, eux, existent toujours. Aujourd'hui, plus de 2,5 millions de Palestiniens reçoivent encore des rations alimentaires dans les camps de l'UNRWA. 20 ans après ces premières images, les enfants des camps vont prendre un fusil. Ce sera l'OLP. Plus tard, une deuxième génération de réfugiés se soulèvera. Ce sera l'intifada. خذوا